Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 17 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente d'amener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Comme vous avez pu le remarquer, vendredi passé, j'ai pas eu le temps de publier un épisode malheureusement et j'ai pas eu le temps non plus de simuler des matchs là, pour avancer plus rapidement. Donc on va reprendre exactement où on s'était laissé jeudi dernier. On s'était laissé avec une séquence de 2 victoires, ce qui nous a permis de demeurer dans le top 3 là, de la division Pacifique. Là, si on regarde le classement présentement, on a 63 points. Situé au troisième rang, on est à 5 points des Sharks qui ont un match de plus de jouer que nous. Et du côté des Wildcards, eh bien, les plus proches poursuivants, ce sont les Blues de Saint-Louis qui ont un match en main avec 3 points d'écart avec nous. Et la deuxième place qui est occupée par les Kings qui, eux, ont un match de plus de jouer que nous et sont à 5 points de notre équipe. Sinon, du côté des blessures, eh bien, évidemment, Nugent Hopkins qui est out pour le reste de la saison. On a aussi Barabanov qui en a pour encore 2 à 3 mois. Et Faxa et Brennan 2 à 3 semaines. Donc, encore une fois, on n'a pas notre alignement complet, malheureusement. On a des blessures là, qui traînent depuis quelques temps. Donc, prochain match, c'est contre les Jets de Winnipeg, une équipe qui n'est pas présentement dans les séries. Et notre historique avec les équipes mauvaises, eh bien, c'est qu'on perd ces matchs-là, malheureusement. On va souhaiter que ce ne soit pas le cas pour celui-ci. On a Oldby qui va être devant le filet. Et sinon, on serait prêt à débuter le tout. Donc, ce sera un duel entre Connor Hellebuck et Braden Oldby. Deux gardiens là, qui sont en feu présentement. Donc, on serait prêt à débuter au Rogers Place. Bon match en espérant d'aller chercher cette troisième victoire consécutive. Et dès le départ, là, on attaque dans le territoire des Jets, mais on n'a pas réussi à tirer au but. Et là, on contrôle toujours la rondelle dans le territoire des Jets, mais encore une fois, aucun lancer dirigé vers Hellebuck. Et là, on a réussi à diriger 2 tirs sur cette séquence. Autour des Jets de s'installer. Là, on reprend le contrôle de la rondelle. Est-ce qu'on peut la sortir? C'est fait. Rondelle qui est maintenant dans le territoire des Jets, mais ils la sortent aussitôt. Ils sont maintenant dans notre zone, mais pas de dégâts. Alors, mi-chemin de la première période, toujours 0-0. Et là, Tyler Benson qui est décopé d'une pénalité pour Rudess. Les Jets qui ont 21% d'efficacité en avantage numérique. Donc, gros test là, pour notre piqué. Présentement, Obi est solide. Et on a réussi à s'en sortir là-dessus. Donc, on arrive à la fin de la première période. 2 minutes encore à jouer. Une attaque là, du côté des Oilers. Est-ce qu'on peut aller chercher un but en fin de période? Et Kreider qui marque. Le premier but, c'est 1-0 sur des passes de Larson et Draisaitl en fin de période. Et là, les Jets qui vont tenter de répliquer dès maintenant, mais sans succès. Et on rentre au vestiaire avec une avance d'un but. Donc, après 20 minutes de jeu, 1-0, 11-9 toutefois les tirs au but pour les Jets. Et du côté des joueurs présentement, il n'y a pas vraiment de joueurs là, dont c'est une catastrophe. Donc, on va laisser ça comme ça pour la deuxième période. Dès le départ, là, qu'on réussit à diriger un tir sur Hellebuck. Il y a une autre attaque des Oilers, mais on n'est pas mal sûr de mettre la touche finale. Et là, c'est au tour des Jets d'attaquer, mais pas de dégâts non plus. Et là, Oldby qui est battu par Carl Dahlstrom sur des passes de Jack Roslovich et de Milan Lucic. Donc, égalité qui est créée à Edmonton. Là, les Jets qui attaquent encore dans notre territoire, mais cette fois-ci, Oldby qui fait les arrêts. Là, c'est à notre tour d'attaquer. Toutefois, là, on n'est pas en mesure de mettre la touche finale pour là. Et là, c'est au tour de Healers d'être chassé pour obstruction. Avantage numérique, on a 20%, 74% d'efficacité en piqué pour les Jets. Donc, occasion ici de prendre les devants. Et on ne rate pas cette occasion. C'est Adam Larson qui marque sur une passe de Connor McDavid. On reprend les devants 2-1 avec 12-20 à faire en deuxième.
Là, autre attaque des Jets, mais sans résultat. Encore 7-20 à faire à la période. Les Jets qui attaquent et créent l'égalité. Jack Roslovich sur des passes de Lucic et Andrew Pop. 2-2 en deuxième. Et là, c'est Draisaitl qui est chassé. Les Jets qui vont bénéficier d'un avantage numérique en fin de période. Eux qui ont 21% d'efficacité, comme j'ai pu voir. Donc, n'ont pas un mauvais avantage numérique. Et ils en profitent. Kyle Connor qui marque sur des passes de Heater et de Vili Elona. Donc, les Jets qui prennent les devants pour la première fois du match. Dans notre tour d'attaquer, est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur en fin de période? Et malheureusement non. Donc 3-2 la marque pour les Jets après 40 minutes de jeu. On va devoir se mettre en mode attaque là, pour la troisième. Afin de créer l'égalité. On va enlever du temps à notre bottom six là, parce qu'on se prend vraiment un but en troisième. Là, c'est Laine qui est chassé. Autre occasion pour nous d'aller chercher ce but-là égalisateur. Fois les Jets qui contrôlent pas mal la rondelle. Là, finalement, on la récupère. Mais malheureusement, on ne va pas chercher le but présentement. Et cette fois-ci, oui, c'est Larson qui en marque un deuxième dans ce match-là. 2 buts en avantage numérique pour le défenseur suédois. Et c'est Paul Harvey qui récolte la passe là-dessus. Donc l'égalité qui est créée à nouveau du côté d'Edmonton. Là, c'est les Jets qui attaquent, mais Obi fait l'arrêt. À notre tour d'être dans le territoire ennemi. Sans succès toutefois. Autre attaque des Jets, mais pas de résultat. On arrive à mi-chemin de la période. Toujours l'égalité. Là, c'est Eden Bear qui est chassé. Autre avantage numérique pour les Jets. Mais cette fois-ci, le Piqué a fait le travail, je crois. Oui. Donc là, il faudrait aller chercher au moins un point. Là-dessus. C'est sûr que 2, ce serait l'idéal, évidemment. Ils ne sont pas en sécuriser un. Il reste encore 1 minute à faire. Donc, on a réussi à aller chercher au moins un point. Il va savoir maintenant si on va être capable d'aller chercher le deuxième. Et là, Bellows qui connaît un mauvais match présentement. Starchenko aussi. Je pense que c'est le quatrième trio au complet là, qui en arrache. Il ne devrait pas avoir beaucoup de temps de glace en prolongation de toute façon. Donc, on est prêt pour la prolongation. Est-ce qu'on peut aller chercher ce deuxième point? Et là, Healers qui est comme d'une pénalité. La porte est grande ouverte pour nous, là. Et malheureusement, non. Et ça va aller en tir de barrage pour départager le tout. Et c'est nous qui allons chercher le deuxième point. Donc, victoire des Oilers. 3e victoire consécutive pour notre formation. On va chercher un autre 2 points et on se rapproche à 3 points des Sharks de la 2e place de la Pacifique. McDavid qui se hisse au 3e rang des meilleurs pointeurs. Et là, Tatar là, qui serait prêt là, à revenir au jeu. C'est vrai, j'ai oublié Tatar. Il était day-to-day, lui. Il serait pas à 100%, mais on pourrait l'insérer quand même dans la formation. On va simuler une journée. Il va peut-être récupérer un peu plus. Prochain match contre l'Avalanche du Colorado. Et là, les Sharks qui ont remporté leur match. Donc, on revient à 5 points d'écart. McDavid qui est 2e au niveau des assists aussi. 3e au niveau des points. Et la transaction entre le Wild et les Oilers. Le Wild et les Sénateurs. Marcus Foligno qui s'en va à Ottawa en retour de Luke
Low hate, ou low health, low hit, whatever. Bon, potentiel de 2 étoiles contre un 2 étoiles. Bon, pas de grosse transaction là-dessus. Bon, ça, c'est pas tant intéressant. Bon, voyons voir Tatar, il en est où? 80% encore. On va quand même l'habiller parce qu'on a besoin de ces joueurs-là. Donc, on va scratcher la voix. Ou Starchenko. On va scratcher Starchenko parce que c'est lui qui connaît le plus de difficultés présentement. On va envoyer Yamamoto, c'est à 4. Holt, c'est à 3. Holt, il était à 2, ok. Pour Yarvi, c'est à 2. Et Tatar qui est de retour dans la formation. Donc, une arme de plus à l'attaque. Et on va le mettre de Speedy Forward. Plus un shooter, Tatar, hein. Je pourrais le mettre. Donc, on serait prêt à jouer ce match-là contre l'Avalanche. On va laisser Oldby devant le filet pour ce duel-là. Et c'est un autre match à Edmonton. Donc, on est en quête d'une 4e victoire de suite. Antoine Bibeau, gardien québécois, qui va faire face à Braden Oldby. Bon match du côté du Rogers Place. On y va pour 4. Est-ce qu'on est en mesure d'aller la chercher? Et là, Yann Cole, dès le départ, qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, avantage numérique pour nous. On s'installe dans le territoire, mais pas de but présentement. Bibo qui est solide présentement. Et la pénalité qui est écoulée. Et c'est à notre tour d'écoper d'une pénalité pour avoir retenu. C'est Sean Corelli. Donc l'Avalanche qui s'installe à leur tour en avantage numérique. Encore 38 secondes à la pénalité. Mission accomplie ou presque, il reste 2 secondes, mais là, Larson qui écope à son tour d'une pénalité. Donc on retourne en piqué. Toutefois, on a réussi à s'en sortir là-dessus. Et Draisaitl qui marque par la suite sur une passe de Tatar qui récolte un point à son retour au jeu. Et Donald Nurse, 1-0 pour les Oilers à la mi-chemin de la première. L'Avalanche qui tente de répliquer dès la reprise du jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Autre attaque là, du côté du Colorado. Sans succès. Et Thomas Tatar qui marque à son tour 2-0 sur des passes de Nurse et Draisaitl. 2 points pour Tatar à son retour au jeu. Modèle qui est dans notre territoire présentement, mais Oldby qui fait l'arrêt. Et on reprend. 2-11 à faire à la période. Est-ce qu'on peut garder cette priorité de 2 buts-là pour débuter la deuxième? Malheureusement, non. L'Avalanche qui marque JT Comfort sur des passes de Mike Hoffman et de Samuel Girard avec 1,51 à faire à la première. On mène toujours 2-1. Mais l'Avalanche qui a réussi à réduire l'écart. Donc 2-1 après 20 minutes de jeu, 15-11 des tirs au but pour nous. Plutôt pour l'Avalanche. Larson, c'est un match difficile, même s'il est plus 2. 49 de cas. C'est un très bon match de McDavid jusqu'à maintenant. Bon match aussi pour Nurse en défensive. C'est notre meilleur défenseur présentement. Sinon, c'est correct pour le reste. Il n'y a pas. Draisaitl et McDavid, c'est pour moi nos 2 meilleurs attaquants.
Même Tatar, là, qui a 2 points, a juste 48 de cote en défensive. Donc, on serait prêt à débuter la deuxième. Mikko Rantanen qui a écopé d'une pénalité pour avoir retenu le bâton. Donc, avantage numérique pour nous dès le départ en deuxième. Toutefois, on ne réussit pas à en profiter. Là, c'est autour de l'Avalanche d'attaquer. Sans dégâts toutefois. Et là, c'est Zadorov qui est chassé. On va changer la tactique en avantage numérique pour essayer d'aller chercher ce troisième but-là. Et non, malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné. Là, c'est Benson qui est chassé autour de l'Avalanche de profiter d'un 2 minutes d'avantage numérique. Mais notre Piqué qui fait le travail. L'Avalanche qui attaque toujours présentement. Ils vont réussir à s'en sortir. Et là, on a dépassé la mi-chemin de la deuxième. Sean Corrali qui est chassé. L'Avalanche va finir par en profiter. Là, je peux pas croire. Et c'est exactement ce qui arrive. McKinnon là, qui crée l'égalité sur une passe de Cale Makar. Donc, à force de pogner des pénalités, ça finit par nous péter dans la face. Et là, l'Avalanche qui ne lâche pas le morceau, là, qui attaque encore une fois. On s'en sort cette fois-ci. 34-21 les tirs en faveur de l'Avalanche. Et là, c'est à notre tour de s'installer plutôt dans le territoire de l'Avalanche, mais rien ne se passe. On est à la dernière minute de jeu. Faut pas accorder un but en fin de période. Là. L'Avalanche qui attaque à nouveau. Et Newhook qui marque avec 29 secondes à faire à la période. Très dommage. Mais Barody qui marque avec 4 secondes. La réplique sur les passes de Benson et Bouchard. Et c'est l'égalité après 2 périodes de jeu. Donc, les joueurs là, qui ça va moins bien. Il n'y en a pas tant pourtant, mais McDavid, très bon match. T'sais, le reste, c'est pas super sexy, mais c'est pas alarmant non plus. À date, c'est pas mal le duo de Draisaitl-McDavid qui mène cette équipe-là. Tatar défensivement, c'est encore dégueulasse. Puljujarvi, y a-tu un meilleur joueur en défensif? 49, non pas tant. Là. Donc on va y aller comme ça. Pour la troisième. Et dès le départ, là, JT Comfort qui marque sur des passes de Tyson Jones de Bowen Byram. Donc on n'aura pas le choix là, de ouvrir les valves. Donc dès le départ, on accorde un but. Et là, on passe un peu de temps dans le territoire de l'Avalanche, mais rien ne se passe présentement. Sauf présentement, Kev Bomb qui a créé l'égalité sur les passes de Yamamoto et Lavoie. Donc, on va réajuster les stratégies pour pas trop se compromettre. On va redonner du temps de jeu à notre bottom six. Et là, on attaque à nouveau dans le territoire de l'Avalanche. Toutefois, ça ne se termine pas en but cette fois-ci. Et là, c'est l'Avalanche qui attaque. L'Avalanche qui est maintenant rendu à 41 tirs au but. Donc, même si ont bien accordé 4 buts, ils ont quand même 78, même rendu 79 de cote. Et là, c'est Zadorov qui est cope d'une pénalité. On va réessayer de changer de stratégie pour aller chercher ce but-là. C'est parti pour l'avantage numérique. C'est l'Avalanche qui contrôle la rondelle.
Là, c'est au tour de Landeskog d'être chassé. Là, maintenant, il faut en profiter. Là. Et c'est une autre occasion, je pense, qui a été bousillée. Non, Kreider qui a marqué. Je pensais que la pénalité était terminée. 5-4 avec 3,50 à faire. Là, il faut se mettre en mode défensif. Faut t'offrir 3,50. Est-ce qu'on peut faire ça? On va aller signer une 4e victoire de suite. Dernière minute de jeu, il reste 8 secondes. Et 3 secondes maintenant avec Jones qui écoute une pénalité. On peut dire que c'est dans le sac. Victoire de 5-4 sur l'Avalanche. 4e victoire de suite pour notre formation. 2 points pour Tatar à son retour au jeu. Belle séquence de notre équipe, malgré le fait qu'on n'a pas notre alignement complet. Et on est de retour à 3 points des Sharks. Et on a 2 journées de congé, donc probablement qu'on va avoir Tatar à 100% pour le prochain match. Il a fait 2 points quand il n'était pas à 100%, c'est quand même très bon. Et là, les Sharks qui remportent encore une fois leur match, de retour à 5 points. Et là, les Prédateurs qui ont signé Pecorini pour 2 ans. Tatar est de retour à 100%, très bonne nouvelle. Là, je pense qu'on est dans notre semaine de congé, parce que là, on a 3 journées de suite qu'on n'a rien. Ça peut permettre de faire revenir des joueurs plus rapidement comme Brennan ou Barabanov. Ah, on a un match contre les Flames. La bataille de l'Alberta. Match qu'il ne faut pas échapper. Eux qui sont premiers de notre division. Donc ce ne sera pas un match facile. McDavid qui est toujours 4e au niveau des pointeurs. Donc la bataille de l'Alberta. Pour ce match-là. Je pense qu'on ne va pas de changement. On va juste, par contre, mieux setter notre powerplay. Ce qu'on peut voir présentement, c'est dégueulasse. Là, il y a des trous à des places. Tout d'abord, Tatar, sa première vague, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas le choix de mettre Corrali sa 2e, même si c'est pas mon choix favori. Bouchard, on va le mettre sa première paire. Nurse a combien de points cette année? 29 points, quand même une bonne saison. Fait qu'on va le mettre sa 2e vague. Tatar ici, Corrali ici. C'est peut-être pour ça que notre powerplay ne marchait pas tant que ça. Corrali ici, avec Tatar là, Bouchard là, puis Nurse là. Tiens, ça va ressembler à ça pour notre avantage numérique. Donc, on serait prêt pour cette bataille de l'Alberta. Match à domicile à nouveau. Regardez, c'est quoi l'alignement des Flames. Gaudreau, Monahan, Lindholm, Teravainen, Backlund, Kachuk, Dubé, Klus, Bennett, Zorna, Jankowski, Ryan, Giordano, Brody, Anefin Anderson, Valimaki et NC. Puis devant le filet, c'est qui ont Riddich qui est en feu et Renta comme 2e. Donc, ce sera un duel entre Riddich et Oldby, 2 gardiens qui sont sur une bonne séquence présentement. C'est un match rivaux, donc un match très important à aller chercher. La bataille de l'Alberta qui est débutée au Rogers Place. Dès le départ, là, les Flames qui s'installent. Toutefois, pas de dégâts présentement. Les Flames qui ont débuté ce match-là en Lyon, là, déjà 4 tirs au but.
Nous, on n'a rien. Et je passe pas mal de temps dans notre territoire. Là, c'est à notre tour de s'installer. Ça fut de courte durée et on n'a même pas eu de tir au but. Le Draisaitl qui est chassé, donc avantage numérique pour les Flames qui ont 20% d'efficacité. 80 nous de notre côté, du côté du Piqué. Et on a réussi à s'en sortir. Autour de Corrali, décopé d'une pénalité. Sans faire de jeu de mots, on finit par jouer avec le feu. Là. Il y a 14-3 les tirs au but en première. J'ai l'impression que si on pogne les Flames en série. Et là, Marody qui marque sur une passe de Bouchard et McDavid sur notre 4e tir. Alors qu'eux, ils en ont 14. Ça, c'est frustrant pareil quand ça arrive. Là. Pas pour nous, évidemment, présentement, là, mais pour l'équipe qui tire en mongol de même et qui ne marque pas. Nous, on a juste 4 shots et on marque le premier but. Là, les Flames qui, toutefois, n'abandonnent toujours pas, là, tentent de déjouer Oldby. Et c'est finalement réussi sur le 16e tir. TJ Brody qui marque sur des passes de Teravainen et Ketchuk. Et là, autour des Flames, décopé d'une pénalité, c'est Ron Enzi pour bâton élevé. Avantage numérique pour nous. Et on en profite. Thomas Tatar sur les passes de McDavid et Kreider. Et on attaque encore une fois. Et on marque Holtz. 3e but sur 8 tirs. Là. Quel match affreux de Riddick. Et Oldby qui est en feu. 20 tirs au but du côté des Flames contre 8 seulement. Et on mène 3-1. Du côté des Flames, on doit être découragé présentement. Et Riddick a connu vraiment une mauvaise période. Backlund qui est chassé pour avoir donné du genou. Autre avantage numérique pour nous. On en profite pour monter un peu au chapitre des tirs. Toutefois, est-ce qu'on peut aller chercher le but qui nous donnerait plutôt 3 buts d'écart dans ce match-là? Et non, cette fois-ci, de piquer les Flames là, qui demeure solide. Et là, c'est Dubé qui est comme une pénalité pour coup de bâton. Autre avantage numérique pour nous. Toutefois, là, c'est les Flames qui en profitent en désavantage numérique sur un but de Ron Enzi. Un but accordé en désavantage numérique par un défenseur. C'est un peu weird. On va se le dire, là, c'est un peu bizarre. Il reste encore 36 secondes à la pénalité. Et on en profite encore, c'est Puljujarvi sur les passes de Clefbaum et Corrali. Donc on se rachète là, après ce but accordé en désavantage numérique. Toutefois, là, les Flames qui marquent aussitôt, c'est Monahan sur des passes de Godreau et Lindholm. Ça va être serré ce match-là. Ça va être très serré. Et on arrive vers la fin de la deuxième. Si on peut garder notre avance d'un but, ça serait pas pire. Encore 3 minutes, on s'installe du côté du territoire des Flames. Mais pas de dégâts. Et Godreau qui crée l'égalité, 4-4. Mais en même temps, on mérite pas tant de gagner ce match-là. Pour vrai, on se fait dominer par les Flames. C'est juste le retour de la normale présentement. Là. Donc après 40 minutes de jeu, c'est l'égalité 4-4. Il y a Kiefer Bellows qui connaît un match difficile. Lavoie aussi. Encore une fois, c'est le 4e trio là, qui... Paul Marody, lui qui connaît un excellent match présentement. En défensive, on a-tu... Bon, c'est...
assez normal. Là. Le Clefbaum Bouchard, c'est pas mal notre meilleur paire. Donc pour cette raison-là, on va leur donner un petit peu plus de temps de jeu. Et c'est parti pour la troisième. Lindholm, dès le départ, qui est comme d'une pénalité pour rudesse. L'avantage numérique qui a quand même bien fonctionné dans ce match-là. Est-ce qu'on peut aller en chercher un autre? On attaque, mais Riddick là, qui est solide. Et malheureusement, non, pas de but. Et là, on a remonté à 29 tirs au but. Et les Flames qui attaquent. On frappe le poteau. On arrive tout près de la mi-chemin de la troisième. Toujours 4-4. Là, Bouchard qui est comme de pénalité pour coup de bâton. Les Flames qui pourraient nous porter un dur coup là-dessus en marquant. Mais on s'en sort. Et là, Nurse qui à son tour est comme de pénalité pour avoir retenu. Encore une fois, on joue avec le feu. Et notre piqué qui s'en sort encore. Là, c'est notre tour de s'installer dans le territoire des Flames. Pas de but toutefois. Et là, on frappe le poteau et Bouchard qui marque sur des passes de Crowley et Crider avec 2,45 à faire au match. Est-ce qu'on peut toffer jusqu'à la toute fin? Et là, on frappe à nouveau le poteau. On s'installe dans le territoire des Flames. Et Crider qui marque le but qui va nous confirmer la victoire. Grosse victoire en temps régulier en plus contre les Flames. On est en feu présentement. Pas de jeu de mots encore une fois. 5e victoire de suite. On est en train de solidifier de plus en plus notre place là, au sein du top 3 dans le Pacifique. Et là, les Pingouins et les Rangers ont fait une transaction. Justin Almeida en retour de Brennan de Leipzig. Donc, un potentiel de 2,5 étoiles versus un 2 étoiles déjà établi. Fair enough. Et là, Faxa qui serait prêt à retourner à l'entraînement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On pourrait compter sur notre deuxième centre dans pas long. On a 2 jours de congé en plus. Brennan également qui est de retour à l'entraînement. Donc, autre bonne nouvelle. Et notre prochain match sera contre le Wild du Minnesota. On va finir avec ce duel-là. On va surveiller aussi les transactions. Parce que la date limite va arriver à grands pas. Date limite qui est le 24. On est présentement le 19. Mais je pense pas que je vais faire d'acquisition d'ici la fin de la date limite. Parce que j'ai plus grand chose à donner. Pour vrai, j'ai sacrifié pas mal d'espoir. Je peux aller voir le marché pareil pour le fun, là, mais. Il faut que je me garde la masse aussi pour l'an prochain. Puis voyez-vous, le meilleur joueur présentement, en cas, ça c'est les free agents. Le trading block. Il y a Bennington comme gardien de but, mais j'ai déjà Obi. Anderson aussi. Sinon, c'est des joueurs de 3 étoiles qui coûtent quand même cher. Donc, je suis pas prêt à ajouter ça sur ma masse salariale pour vrai. Krejci. Kessel, Schwartz.
Ray Schwartz à la limite, là. Et lui, c'est un ailier gauche. Puis à gauche. Non, à gauche, j'ai déjà mon top 2, là, donc. Je pense pas de. À moins qu'il y ait un. Moi, qu'il y ait un défenseur 2 étoiles, 2,5 étoiles qui coûte pas trop cher, que je pourrais peut-être aller essayer d'aller chercher. On va regarder ça, voir dans les 2,5. Oups. Puis leur contrat est. Ok, mettons, on regarde filtrer. Défenseur seulement. J'aurais Petrie puis Bufflin. 7,6 millions pour Bufflin. Petrie, 5,5. Et son contrat se termine à la fin de la saison. Et c'est un droitier. Est-ce qu'on ramène Petrie à Edmonton? Il y a 2,5 présentement. 20,55 matchs. Si je regarde mes trios. Là, j'ai Brennan qui revient au jeu. C'est sûr, ça viendrait solidifier à droite solide. Là. Mais comment qu'est-ce que Petrie peut coûter présentement? Qu'est-ce que je peux donner? Euh... Slepchev. Un choix de 4, mettons. Et on a réussi à aller chercher Petrie. Mon Dieu, la réponse a été rapide. Donc, on a Jeff Petrie au sein de l'alignement. Mais là, il faut juste que je check une affaire, par exemple. J'ai fait cette transaction-là sans regarder mes finances, mais donc je suis correct. Avec le retour de Faxa, je vais être correct. Donc, très bonne nouvelle. On vient de solidifier notre défensive. Jeff Petrie qui s'amène, ce qui va nous permettre de renvoyer Eden Bear en bas. Et on va habiller Monsieur Petrie. On va laisser sa troisième paire pour là, mais j'ai envie de lui donner du powerplay, par exemple. C'est la deuxième vague à la place de Nurse. Puis je pense que je vais lui donner du piqué aussi. À la place de Bouchard. Donc là, c'est sûr que ça veut dire que Brennan va peut-être tomber septième défenseur ou ça va être Carlington, vu que Carlington, il est correct, là, mais disons qu'on n'en entend pas vraiment parler. 8 points en 50 matchs. Toutefois, une cote quand même de 58, n'est pas si mauvais que ça. Mais Brennan, là, qui était très bon offensivement, de 17 points en 22 matchs. Ça va peut-être être notre spécialiste du powerplay, Brennan. Donc, on va y aller avec un dernier match avant de terminer cet épisode. Avec Jeff Petrie dans la formation, est-ce que les Oilers peuvent aller chercher cette victoire-là contre le Wild? On les a battus déjà 2 fois cette année, 4-2 et 2-0. Et c'est Doug qui va faire face à OB devant le filet. On y va pour 6 de suite du côté d'Edmonton. Là, le Wild commence ça en force. 5 tirs au but déjà contre un seul pour nous.
Longue séquence dans notre territoire, du côté du Wild. On s'en sort. Et là, on frappe la barre horizontale. Et Alexander Holtz qui marque le premier but du match sur une passe de Cooper Marody. 1-0 pour nous. Là, on est de retour dans le territoire du Wild. Et un autre but pour Holtz, son deuxième du match, sur des passes de Nurse et Larson. Là, autour du Wild d'attaquer. Pas de dégâts toutefois. Là, Austin Watson qui écope d'une pénalité en fin de période pour avoir fait trébucher. Belle occasion pour nous d'aller chercher un troisième but dans cette période. Et là, on frappe le poteau. Et on ne profite pas de notre avantage numérique. Et la première période de terminée. 2-0 pour nous. 2 buts d'Alexander Holtz, notre jeune joueur. Et c'est 15-9 les tirs au but pour le Wild. On débute la deuxième à l'instant. Et là, on est encore une fois dans le territoire du Wild. Est-ce qu'on peut en profiter? Et Corrali qui marque troisième but sur des passes de Kreider et Larson. On est vraiment sur une belle séquence. Et là, Draisaitl qui en ajoute. 4-0 sur des passes de McDavid et Clefbaum. Le Wild là, qui n'est pas du tout là dans le match, du moins Dominic. C'est le code de 38.1. Toutefois, le Wild qui va avoir une belle occasion de finalement briser la glace. Bouchard qui est chassé pour avoir donné de la bande. Et là, on est de retour dans le territoire du Wild. La modèle qui sort. On a dépassé la mi-chemin de la deuxième. Toujours 4-0. Voyons voir ce que Petrie fait présentement. C'est pas mauvais. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Ce qui est pas pire avec cette acquisition-là, c'est si un défenseur, là, que ce soit Bouchard ou Larson, qui connaît un mauvais match, on va pouvoir les switcher là, facilement sans nuire à la qualité de notre défensive. T'sais, si on donne plus de temps de jeu à un 1.5 étoiles, exemple, c'est sûr que ça va affecter nos performances. Mais là, on a tous des 2.5 à droite. Donc, ils sont interchangeables. Ce qu'on appelle de la profondeur. D'ailleurs, on est en avantage numérique présentement. Et la deuxième qui est terminée, 4-0 pour nous, en espérant là, de toffer. Ce qui devrait être le cas, mais sait-on jamais. On a encore 30 secondes d'avantage numérique pour débuter la troisième. Et on en profite. Draisaitl qui marque un cinquième but. Tatar et McDavid qui ont les passes. 5-0 pour nous. Vraiment pas un bon match pour Dominic présentement. Et Draisaitl qui en ajoute 6-0. Les passes de Larson et McDavid. Probablement notre meilleur épisode au niveau des performances. Là. On va signer un quatrième gain consécutif. En plus des deux qu'on a eu lors du dernier épisode. Donc, on serait à 6. Puis on n'a même pas notre line-up à 100% encore. C'est ça qui est plaisant. On a encore un Faxa qui a 3 étoiles qui n'est pas là présentement. On a Brennan qui était très bon offensivement. Ça va être un 7e défenseur de luxe.
Ou sixième, là, si on enlève Carlington. On bourdonne dans le territoire encore. Et Paul Harvey qui marque sur des passes plutôt une passe de Corrali. La débandade qui se poursuit contre le Wild. Et là, c'est finalement Corey Schneider qui a pris la relève. Et là, finalement, le Wild qui s'inscrit avec une 11 à faire au match. C'est Eric Stahl sur des passes de Jason Zucker. La seule raison de célébrer là, du côté du Wild, c'est qu'ils n'ont pas subi de blanchissage. Et le calvaire du Wild qui est finalement terminé 7-1 la victoire contre le Wild du Minnesota. Un courriel. Draisaitl a eu un bon match. J'ai remarqué 3 buts. Donc, honnêtement, le reste de la saison s'annonce assez prometteur là, pour notre équipe. On a fait l'acquisition de Jeff Petrie pour solidifier notre défensive. On a Faxa qui va revenir au jeu éventuellement si ce n'est pas dès le prochain match. Bon, il faut donner un numéro à Jeff Petrie. Il veut le 26. Est-ce qu'on peut lui donner le 26? Oui, c'est parti. Tiens, Jeff, t'as ton 26. Bon, ça, c'est pas intéressant. Continuer. Regardez, ce serait pas des waivers d'un coup que. Non. Pour ce qui est de notre magasinage à date limite, je pense qu'il est pas mal terminé. J'ai ajouté ce que je voulais, de la profondeur en défensive, en Jeff Petrie. À l'attaque, je pense qu'on est correct. Là. On a 2 bons trios. Lorsque tout le monde va être en santé, évidemment, là, on va être correct. Puis on a Obi devant le filet. Sorokin me déçoit un peu, mais quand même, c'est un gardien 2.5 étoiles, donc c'est pas un pied de céleri non plus. Seule chose que je veux faire avant de quitter, c'est peut-être faire un petit tour d'horizon là, pour voir ce que nos espoirs font cette saison. S'il y en a qui connaissent des bonnes saisons. C'est sûr qu'il nous en reste plus bien des espoirs. On les a pas mal sacrifiés. Là. Mais il nous reste encore des gars comme Broberg, entre autres. Ryan McLeod. Et là, on est encore 3e dans la Pacifique. On bouge pas, mais au moins on demeure dans le top 3. C'est une bonne chose. Donc, on va aller voir notre depth chart. Konovalov dans la KHL qui connaît une très bonne saison. 2,81 de points de but alloués. 922 d'efficacité. 13,9 s'affiche. Un blanchissage. On a Stuart Skinner, lui, qui évolue présentement dans la AHL. 10 victoires, 13 défaites. Lui, c'est un petit peu plus difficile cette année. Mais il faut dire qu'on n'a pas une bonne équipe là, du côté de Bakersfield. Là, vraiment pas. Lui, dans la East Coast. Ok, sinon, Broberg. Il a disputé 28 matchs dans la AHL. 5 passes. Il est encore à 1.5. Samorukov qui est à 1.5 aussi. Présentement. Connaît une pas pire saison, par exemple, avec un club de boîte. Là, 23 points en 42 matchs. Lui, c'est un joueur de 35 ans, fait que c'est pas intéressant. Philippe Berglund, lui, il joue dans la SHL. 10 points en 41 matchs. Lui, il joue dans la NCAA. 8 en 21. 9 en 27. Donc, en défensive, c'est pas mal ça. Daniel Gushkin, qui est en train de brûler la ECHL présentement. Il était à 2 étoiles, donc il serait peut-être prêt dès l'an prochain à jouer dans la ligue. Donc ça, il va falloir en prendre note. Un potentiel de 4 étoiles, 48 points en 36 matchs. Probablement qu'il va aller dans la NCAA, j'imagine. Kirill Maximov, 15 points en 17 matchs, 2.5. Adam Raska, lui, il joue à Rimouski. 43 points, 47 matchs, pas si pire. Potentiel de 4 étoiles. Ben, il est à une seule présentement. Graham Murphy. Sinon, j'ai Martin Holmberg, qui est dans les U20, qui
connaît quand même une bonne saison, 19 en 17. Au centre, Rand McLeod, 27 en 45, pas super. Il est encore à 1.5 par contre, il tarde avant de monter à 2. Non, ça c'est un attaquant de Wheat King, des Wheat Kings de Brandon, qui a connu une très belle progression. Le 21 en 66 en 2019-2020. Et là, présentement, à sa saison de 18 ans, 58 points en 56 matchs. Donc, a explosé là, offensivement. Dans KHL, lui, c'est pas fameux. Lui non plus. Lui, dans la... Ok. 10 en 22. 16 en 23 dans NCAA, pas si. Et finalement, à droite, Matej Boumel, qui est pas mal notre meilleur pointeur là, à Bakersfield. Puis Ostap Safin, qui a 18 ans 47. Donc c'est à peu près ça. Il n'y a pas vraiment d'espoir qui sont prêts à jouer. La part peut-être lui l'an prochain. Encore là, est-ce que son scouting report est. Non, c'est ça, il y a deux. Il y a level B, donc ça veut dire que c'est quand même pas super accurate, mais ça se peut très bien qu'il soit à 1.5 ici ou qu'il soit à 3.5 ici. Donc, on n'a pas des détails vraiment exacts à 100% de son côté. Donc, notre prochain match, ce sera contre les Maple Leafs, c'est Austin Matthews. Mais on va s'arrêter pour là et on va se retrouver demain pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. Bonne journée à vous tous!